Bonsoir, merci d'avoir bien voulu assister à cet échange. J'ai pensé qu'à la veille de Yom HaAtzmaut et ce soir déjà de Yom HaZikaron, il serait intéressant de renouveler la perspective sur l'avenir et le présent de l'État d'Israël. Actuellement, on voit à très courte distance, surtout des hommes politiques soucieux de leur ego plutôt que de l'avenir du pays, même ils sont dévoués à cet avenir, et peut-être prendre davantage de recul pour percevoir l'importance du moment que nous vivons. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur la crise politique actuelle, mais plutôt voir plus loin sur le sens de l'État d'Israël et de son histoire jusqu'à ce jour. Je vous présente donc deux ouvrages. Un ouvrage qui est sorti en français, Le Nouvel État juif, et un ouvrage en hébreu, qui est en fait l'ouvrage français entièrement refondu, non seulement pour l'adapter aux Israéliens, mais surtout aussi avec un surcroît de réflexion et d'expérience. Ce livre, en fait, je voudrais donner une dimension un peu personnelle, n'est pas n'importe quel livre. C'est vrai que c'est le 26e livre, ce n'est pas le chiffre spécifique de 26 qui compte ici, mais disons que c'est un livre de conclusion, si l'on peut dire, au terme d'un travail de publication qui ont duré, on pourrait dire, 46 ans, depuis le moment où j'avais fait mon Aliyah en Israël en 1969 jusqu'à ce jour. Et donc, c'est ce que je voudrais souligner pour comprendre un peu la dimension intime, intérieure de ce travail. Il marque d'un côté la fin d'une époque en France, c'est certain, où le cadre porteur de la pensée juive française commence à s'étioler, et il le continue d'ailleurs aujourd'hui, dans la mesure où, si vous voulez, jusqu'à ce jour-là, l'objet, c'était justement la reconstitution de la condition juive et de son actualité dans le temps présent, au lendemain de la Shoah, au lendemain de la décolonisation. En écrivant ce livre, paru en 2015, j'ai eu le sentiment d'arriver à des conclusions. Et joignant l'acte à la pensée, je suis revenu m'installer en Israël justement parce que ces conclusions exigeaient une participation, une intervention quelconque dans le débat israélien, qui évidemment est complètement fermé au débat francophone pour des raisons évidentes. Et ce livre, en fait, rassemble ces conclusions, les conclusions de tout un parcours. Le parcours commence on pourrait dire qu'il commence en 1962, si vous voulez, dans le déracinement algérien, qui est vécu, en tout cas par moi, comme quelque chose de brutal, mais que je crois qu'il y a un problème là de transmission, quelque chose de brutal, mais qui en fait porte aussi apporter une espérance. Et 1969, qui est mon Aliyah en Israël, où j'y vis 4 ans à l'université hébraïque de Jérusalem, où je m'inscris pour comprendre ce qu'est un État juif. Et une expérience particulière ensuite, qui est fondée sur un sentiment très fort. C'est que si Israël lance un appel à une attente spirituelle, une attente, on peut dire carrément messianique, oui, elle est inscrite dans le judaïsme, l'expérience que l'on fait de l'Israël quotidien n'est pas à la hauteur de cette attente. C'est joliment dit. En fait, c'est surtout un sentiment très fort au cœur de cette présence revivifiée
par l'existence d'une société israélienne, d'un État israélien, surtout ce sentiment d'une absence profonde du fait que on pourrait dire que les Israéliens, tout en étant là, occupant la scène, sont absents à eux-mêmes, sont absents à la scène qui est celle de l'histoire, que l'histoire leur a tracée, dans la mesure où cet État s'est appelé Israël, d'un nom extrêmement marqué par 20 siècles d'histoire, et 25 siècles d'histoire même pour au-delà de la naissance de l'Occident. Donc en fait, ces 4 ans passés à l'université hébraïque, au cœur même de la cervelle, on pourrait dire, de la société israélienne, ont été un des moments les plus décisifs, justement, dans le passage à l'écriture, si l'on peut dire. Parce que, en condensé, j'ai pu mesurer l'écart qu'il y avait entre l'attente intellectuelle, l'attente spirituelle et la réalité vécue de l'épistémologie académique israélienne, de la dimension de la pensée. Évidemment, jamais je m'étais inscrit en sciences politiques et en philosophie juive et kabbale, toujours en quête du sens de l'État juif. Et évidemment, je n'ai jamais entendu une parole prononcée ni en sciences politiques, ni dans la philosophie juive. Et si vous voulez, il y avait là une expérience très, très dure, justement, quelque chose manquait. Une absence était au rendez-vous. Je peux dire ça autrement en reprenant une thématique de Shimon Peres qui est fâcheuse. Quand au résultat d'une élection qu'il avait perdu, il a déclaré « Les Israéliens ont perdu, les Juifs ont gagné ». Ben, ce divorce-là, cette dissociation-là est très forte. Elle exprime exactement l'ambition. Et quand je dis cela, je ne fais pas référence aux Juifs uniquement dans leur profil religieux. Il ne s'agit pas d'observance des commandements, etc. C'est quelque chose de bien plus vaste. C'est une dimension métapolitique qui fait que l'Israël présent porte avec lui l'ensemble de l'histoire qui le précède et de façon significative, c'est-à-dire qui dit quelque chose au monde contemporain. Et donc, j'ai un terme pour désigner ce qui manquait, en quelque sorte. Je l'ai trouvé dans un verset du premier livre de Samuel, le Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Alors, ne cherchez surtout pas la traduction semblable dans la Bible du rabbinat. C'est une traduction invraisemblable, complètement tarabiscotée. Mais l'idée est l'idée du Netzach Israël, 1 Samuel 15, 29, où il est dit que l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Bien. Et j'aimerais bien donner à tout ce que j'ai pu faire sur le plan intellectuel cette maxime comme étant la maxime représentative de ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire non seulement comprendre le pourquoi de cette situation, mais aussi comment en sortir, que proposer, que veut dire l'actualité d'Israël, d'un Israël éternel. L'Israël éternel qui a 30 siècles, quelle est son actualité dans le moment où la modernité s'éteint aujourd'hui et qui est un moment important où il y a un État d'Israël. Et il faut d'ailleurs, si on remet dans son contexte la parole du prophète Samuel, on le comprend beaucoup mieux, elle est beaucoup plus large que ce que l'on peut penser. Le récit dans lequel cette parole est prononcée raconte une scène où le prophète fait remontrance au roi Saül, dans la mesure où, je ne rentre pas dans les détails, où le roi Saül n'a pas respecté l'injonction divine que lui a transmise le prophète, et là, il est destitué.
il est destitué par le prophète Samuel qui annonce que la royauté sera, l'onction royale sera donnée à un autre que Saül, ce sera évidemment le roi David, et dans la mesure où le roi Saül n'a pas respecté l'ordre divin pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne rentre pas. Donc, ce qui veut dire que, en fait, la notion de royauté ici, c'est la notion du souverain. Le souverain, le propre du souverain, c'est d'être toujours présent. Alors, il y a des modalités de cette présence. Et en fait, la présence, c'est que quand on appelle, quelqu'un répond « Hineni, me voici ». C'était la réponse d'Abraham à l'appel du va-t'en. Okay. Et donc, c'est un mot très puissant, me voici, c'est-à-dire tout mon être est là dans ce moment présent. Et c'est le signe que j'y vois un signe qui exprime le fait que ce soit la réponse des Juifs vivants contemporains. C'est l'Israël dans toute son histoire qui, à travers l'État d'Israël, est enjoint de dire « Inéni, me voici au rendez-vous de l'histoire, me voici dans ma présence au monde, à l'humanité et à moi-même », car c'est ça qui est aussi présent. Et donc l'idée en fait, c'est d'attendre, de s'attendre à ce que le sujet souverain soit rétabli, le sujet souverain d'Israël soit rétabli et qu'il se manifeste dans le paysage créé par l'État d'Israël, qui est le produit du mouvement sioniste. Donc, en fait, si vous voulez, une fois que le paysage messianique est installé, et il est installé, si on observe sérieusement les conditions de l'idée messianique dans le judaïsme, eh bien, on s'attend à ce qu'il soit accompagné d'une présence et que les Juifs occupent le lieu qui est ainsi restauré. Et donc, je vous donnerai une illustration historique de ce sentiment qui m'a envahi et, si vous voulez, qui est l'énergie qu'il me donne pour penser une situation inexplicable. Cet épisode, je l'ai connu bien plus tard et il m'a fasciné parce qu'en fait, c'est l'épisode qui met en scène, il faut pas l'oublier, et le général Moshe Dayan reçoit en quelque sorte le privilège de découvrir la montagne du Temple lorsque Jérusalem est conquise. Et cette rencontre, pour lui, est un choc. Le général Narkis qui l'accompagnait rapporte qu'il lui aurait dit « Qu'allons-nous faire de tout ce Vatican ?» Et de fait, il n'a pas su quoi en faire. Il a remis les clés au mufti de la montagne du Temple. Et le cabinet de coalition dans lequel le parti sioniste religieux jouait un rôle considérable a accepté cette idée-là. Et donc, nous avons ici une situation exceptionnelle où il y a un télescopage qui se produit entre l'Israël d'aujourd'hui qui ne s'attendait pas à rentrer dans Jérusalem et cette rencontre de l'histoire, le retour du mont du Temple dans le sein d'Israël, c'est comme si plusieurs siècles se télescopaient dans le moment présent de juin 1967. Et donc, l'histoire, elle était au rendez-vous.
mais Israël ne l'était pas, tout en y étant. C'est ça la question et l'ambivalence fondamentale. Jérusalem revient au sein du peuple juif, mais les Juifs lui opposent une fin de non-recevoir. Et c'est ça, je ne veux pas le savoir en fait. Je ne veux pas savoir ce que représente le mot du temps, mais il le représente. Il le représente pour l'univers entier, pour toute l'humanité, pour l'islam, etc. Rien n'effacera cette importance à laquelle Israël se voit confronté. Donc, c'est comme si, arrivés aux portes de Jérusalem, les Juifs n'entraient pas, restaient sur le seuil, sur le pas de la porte. Et donc, il y a là, alors, c'est une réalité, c'est bien du retour des Juifs à Jérusalem qu'il s'agit. Jérusalem est revenue dans le giron du peuple juif, et pourtant, il y a cette absence. C'est un véritable déchirement métaphysique. On n'a pas prêté assez attention à cet écart. Et il ne se limite pas au général Moshe Dayan. Il concerne l'ensemble de l'œuvre sioniste. Et je ne me satisfais pas d'ailleurs de la réponse fabriquée des sionistes religieux, parce qu'en fait, le problème est plus profond, il est fondamental. Il y a une dimension spirituelle à laquelle il faut se confronter et pour laquelle il faut avoir des forces. Parce que comment répondre à cette question-là? Alors, tout ce que j'avancerai dans ces trois cours, en quelque sorte, sur ce livre, comme analyse critique, doit être compris dans ce contre-jour. Les éléments du paysage tracé par le messianisme juif sont là, réunis en Israël. La terre a refleuri, l'hébreu est parlé, les juifs de 120 origines sont réunis. Israël, cerise sur le gâteau, est aujourd'hui compté comme la 8e puissance mondiale, ce qui est quelque chose de stupéfiant pour un si petit pays. Et cet ensemble de données, si vous voulez, c'est la condition de l'analyse que je voudrais vous présenter. Alors, le principe de mon analyse est explicite dans le sous-titre de la traduction du livre en hébreu, Medina Yehudit, mais Ever la normalité. L'État juif par-delà la normalité. Par-delà la normalité, tout d'abord. C'est l'hypothèse qui m'a inspiré et selon laquelle la source du problème vient de l'idéologie de la normalisation, qui fut en fait la finalité et la conscience claire de l'action du sionisme politique, qui est, comme je l'ai dit, l'artisan unique du retour de la résurgence de l'État d'Israël. Car, je le dis, le courant religieux n'a fait que s'adjoindre au courant sioniste. C'est encore une des stupéfactions que l'on peut avoir. Le sionisme a été lancé, évidemment, il est porté par une histoire religieuse immense, mais il est mis en œuvre par le sionisme politique et la volonté de normalisation. Le sionisme religieux n'a fait que s'adapter et prendre le train en marche, pourrait-on dire. Il n'est pas la locomotive. Et c'est ça, il faut reconnaître cette réalité, je crois, qui est reconnue par les plus grands penseurs comme le Rav Kook à ce niveau-là. Et donc, l'idéologie de la normalisation a inspiré la construction du pays et qui a été rendue possible justement par le rassemblement du peuple juif. Et c'est ça, si vous voulez, qui crée une attente vis-à-vis de l'œuvre sioniste, et en même temps le constat d'une absence. Alors, qu'est-ce que j'entends par normalisation? Tout d'abord, évidemment que je ne considère pas les Juifs comme des anormaux. Non, la normalisation, être normal, c'est être comme toute l'humanité dans la condition humaine et rien d'autre. Cette normalité, évidemment, qui n'est pas pour. Alors on pourrait estimer que l'enfermement des Juifs dans les ghettos les a ruinés
leur santé normale, mais que l'esprit d'Israël n'était pas concerné par cette dimension. Donc, en fait, par normalisation, de façon beaucoup plus profonde, j'entends un projet existentiel qui n'arrive qu'aux Juifs. Il n'y a que les Juifs qui veulent être comme les autres. Les Espagnols ne veulent pas être des Allemands, les Italiens ne veulent pas être des Français, mais les Juifs, le peuple juif, et non pas une simple religion, c'est plus complexe que ce que l'on croit, lui voudrait être comme les autres. Alors, on peut remarquer que les Juifs le sont déjà dans la diaspora, puisque dans la modernité, ils ont adopté les nationalités des différents pays dans lesquels ils vivent. Mais il y a là un vieux désir très archaïque, très ancien, qui demande notamment, il y a toujours dans le récit du prophète Samuel, 1 Samuel 8, 1 à 22, vous avez une scène qui est décrite tout à fait étonnante, où les Hébreux demandent un roi pour être, je cite, comme toutes les nations. Un roi qui nous juge comme toutes les nations. C'est un souhait extrêmement archaïque, extrêmement ancien, et donc, en quelque sorte, il a une histoire spirituelle, une histoire intellectuelle. Et je cite quelques versets. « Et les sénateurs d'Israël se rassemblèrent et vinrent à Samuel, établis sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Alors l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi, afin que je ne règne pas sur eux. » Effectivement, dans le régime politique qui précède la royauté en Israël, qui est le régime des juges, il y a une confédération des tribus, et le souverain de la confédération, c'est la divinité. Donc, on n'a pas le temps ici de réfléchir à ce modèle politique et sur ce qu'il signifie. Je soutiendrai en passant que ça n'a rien à voir avec la théocratie. Mais là, les Hébreux veulent être comme toutes les nations. Et donc, en fait, aujourd'hui, les Juifs demandent à avoir un État comme tous les autres États. Cet État s'appelle Israël et leur volonté, c'est de devenir des Israéliens et de tourner la page, comme cela fut vécu longtemps dans le sionisme politique, radicalement à l'histoire qui précède, à l'histoire religieuse évidemment. Donc cette volonté de normalisation est aussi une volonté de particularisation. Il y a donc un peuple juif, comme il y a un peuple espagnol, un peuple italien, etc. Et donc, voilà, il faut normaliser l'existence et l'identité. Mais ce souhait-là a donc de profondes racines, et c'est malgré tout ce souhait-là qui a inspiré le sionisme, dont on peut dire que, comme dans ce qui est dit dans le Kuzari de Yehuda Levi au roi en question, son intention est bonne, ses actes sont bons, mais son intention est mauvaise en quelque sorte. Donc l'intention qui porte le projet de normalisation est le problème. Ce n'est pas la normalisation objective, concrète qu'il est, c'est ce projet-là. Donc, je signale d'ailleurs une spécificité de ce passage de Samuel, dans la mesure où la divinité, après avoir donné son accord à cette volonté de créer un régime comme les autres, énonce ce que seront les droits du roi, une sorte de constitution. Si Dieu se retire, il laisse une constitution. Et cette constitution, en fait, sera plus importante que le roi. Et cette constitution énonce toutes les mauvaises conséquences que la royauté provoquera, contre lesquelles la divinité ne se manifestera pas au moment
nécessaire. Donc, en fait, c'est très profond. Le roi s'écarte, le roi divin s'écarte, un roi humain, mais le roi humain est soumis à une constitution. Et cette constitution, en fait, marque le fait que le souverain divin se désintéresse, en quelque sorte, se retire de l'arène politique qui se crée à ce moment-là. À Dieu ne plaise que ce ne soit la condition de l'Israël actuel. Donc, en fait, mon, mon analyse critique ne concerne pas la normalisation comme objet, comme réalité déjà achevée, évidemment. La normalisation a construit l'État d'Israël. Et c'est un des mystères, justement, de cette situation, de cet écart spirituel très profond. J'étudierai donc, en fait, la normalisation, elle a accompli son œuvre. Israël, 8e puissance mondiale. Bon, maintenant, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu, justement, pour la construction d'Israël? Parce que pour être sioniste, il faut vouloir être sioniste, dans la mesure où le sionisme a été une volonté d'action, de rupture avec un passé fatal, en quelque sorte. Et donc, mais s'il est question de volonté, il est question aussi de finalité. Quelle est la finalité? Comment s'organiser? La situation politique et sociale en Israël, dans l'Israël actuel, montre que nous sommes à un carrefour, qui n'est pas uniquement le carrefour de la politique politicienne, qui est bien plus profond, qui est le carrefour justement de l'identité, du sens même de l'édifice israélien, à supposer qu'il y ait un enjeu juif et pas seulement israélien, mais même l'enjeu israélien, comme on le voit, porte aussi problème. Alors, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est de commencer par souligner que ce que nous pensons être notre normalité ne l'est pas aux yeux du monde entier. Et c'est ça qui est un signe, si vous voulez, de sa réalité. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas capables de voir ce qui est la réalité et qui est une réalité défaillante. Défaillante dans la mesure où, eh bien, je vais détailler les situations. Nous sommes absents sur un front existentiel décisif. Israël est présent sur le front militaire, sur le front de la société, des découvertes scientifiques, etc. C'est évident. Mais sur ce front-là, qui cible notre être dans sa dimension, je dirais, métapolitique, au-delà du politique, mais en même temps très politique, parce qu'en fait, c'est cette dimension, je dirais, théologico-politique qui est perçue malgré eux par une grande partie des nations du monde. Évidemment, l'Occident, en vertu de son antériorité chrétienne, et l'islam, qui ont une image du juif éternel, et qui, dans la rencontre avec la réalité de l'Israël contemporain, occasionne un télescopage, quelque chose qui bouleverse l'attente vis-à-vis de cette image. Il est évident que à travers l'histoire, le christianisme comme l'islam ont pensé qu'ils étaient les héritiers de l'Israël vivant et qu'Israël était déchu. Eh bien, la résurgence d'un État d'Israël, même comme les autres, est un ébranlement, pose un problème très profond, que d'ailleurs, notamment dans l'Occident moderne, on ne perçoit plus vraiment dans sa signification profonde. Dans la mesure où il y a un effacement de l'héritage de la religion. Mais
je dirais qu'aux yeux des nations, nous ne sommes pas considérés comme les autres, comme un pays comme les autres. C'est une donnée objective de la réalité. La figure juive se dédouble et le fait de ne pas occuper notre lieu métapolitique dans l'État qui s'est reconstitué fait que nous sommes toujours, aux yeux du monde des nations, le juif de la galoute, le juif qui hante l'histoire, qui n'a aucune place prévue et qui pose problème et dessine les contours de ce que j'ai appelé la grande démission. Alors, pour souligner l'évidence juive, l'évidence de cette situation, j'ai élaboré une sorte de petite litanie des pourquoi. L'étonnement, ce qui serait en fait l'étonnement d'un Candide qui découvre la réalité, qui ne comprend pas, parce que lui, il est normal. L'Israël éternel est normal. Il est absolument normal. Mais cette conscience qu'il ne l'est pas dans sa dimension juive et pas seulement dans sa dimension nationale comme les autres, est absente. Alors, voilà, j'ai une série de questions qui touchent tout d'abord le problème d'Israël dans le monde. Ce serait comme, on pourrait dire, l'étonnement de ce petit personnage caricatural israélien avec son kovatembel, son chapeau, qui apparaît toujours comme étant égaré, qui ne se rend pas compte, qui ne comprend pas la situation dans laquelle il se trouve. Voilà. Alors, c'est une série de questions qui vous permettent de délimiter le problème de la normalité et de la normalité, c'est-à-dire avec le contraire de la normalité. Pourquoi le peuple juif hante-t-il toujours l'humanité alors que les juifs sont devenus normaux avec un État juif? Pourquoi l'État d'Israël souffre-t-il d'un traitement spécial sur la scène politique internationale? Pourquoi Israël est-il l'accusé par excellence du Conseil des droits de l'homme et de la Cour pénale internationale, alors que des États terroristes siègent parmi les juges? Pourquoi c'est 20 ans après que les Israéliens se rendent compte de l'ampleur et de l'épaisseur de l'hostilité envers l'État d'Israël que l'on nomme le nouvel antisémitisme? Pourquoi en 2 siècles les Juifs ont-ils été l'objet de 3 attaques frontales de l'Europe qui ont pris pour cible leur personne physique autant que leur personne morale? Pourquoi le leadership ne perçoit-il pas l'imaginaire religieux archaïque qui nourrit la vision du Juif de ses alliés du monde occidental? Pourquoi l'Europe condamne-t-elle le soldat israélien ou le mitnachel au nom des victimes de la Shoah? Pourquoi l'Occident voit-il en Israël un camp humanitaire pour réfugiés des persécutions plutôt qu'un État souverain? Pourquoi les Israéliens convoquent-ils les présidents européens à Yad Vashem pour lutter contre le nouvel antisémitisme, alors que celui-ci est d'extraction palestinienne et islamique? Pourquoi toute visite officielle en Israël doit-elle passer par Yad Vashem? Pourquoi le leadership israélien cherche-t-il la légitimité d'Israël dans une mémoire sacrificielle de l'Holocauste et pas dans la puissance d'une légitimité historique de 3000 ans? Pourquoi le leadership israélien a-t-il occulté la mémoire de la destruction des communautés juives dans le monde arabo-musulman alors que ce drame enracine la naissance d'Israël dans son milieu géographique? Je passerai maintenant au statut d'Israël. Et si on peut me mettre la caricature que j'avais donnée à notre webmaster. Pourquoi les puissances alliées d'Israël ont-elles toujours empêché Israël de récolter le fruit de ses victoires et relever l'agresseur palestinien de ses défaites? Pourquoi les différents plans de partage, y compris Oslo, consentirent-ils à Israël un territoire sur lequel ne pouvait se tenir une souveraineté viable?
Pourquoi l'Occident interdit-il à Israël d'exercer son droit à la légitime défense au nom de la proportionnalité? Pourquoi l'Europe veut-elle à tout prix qu'Israël soit exclu de Jérusalem et de Judée-Samarie? Pourquoi l'Europe veut-elle créer un État arabe et islamique supplémentaire alors que presque tous les États arabes se sont effondrés depuis le printemps arabe? Pourquoi l'Europe veut-elle créer un État palestinien en Judée, Samarie et Gaza qui occupera en deux le territoire israélien et nous fera retourner à la politique du détroit de Danzig qui lança la guerre mondiale? Pourquoi l'Europe veut-elle un État de Palestine qui finira par dévorer la Jordanie, où les Palestiniens sont en majorité, et embrigadera les Israéliens d'origine palestinienne? Sur le plan moral, pourquoi, après la création de l'État, la doctrine de la Havlaga, la restriction, la restreinte, a-t-elle subsisté alors qu'elle n'est qu'une invitation à l'attaque ennemie? Pourquoi est-elle devenue la règle face à la guérilla de Gaza, l'exemple même d'une guerre asymétrique? Pourquoi les élites juives défendent-elles une éthique qui prône le renoncement à soi devant l'ennemi, qui dépouille Israël de ses droits égaux à ceux de ses ennemis au nom de l'autre? Comment comprendre que dans tous les États occidentaux, une partie des élites juives a trahi les intérêts juifs en dénonçant des travers imaginaires devant le tribunal des nations alors qu'il était sous le coup d'une attaque globale? Pourquoi 62% des conscrits israéliens craignent-ils plus l'officier de justice militaire de Tsahal que l'ennemi? Pourquoi avoir renoncé à la légitimité charismatique du peuple juif souverain pour tomber dans les griffes du droit? Pourquoi Moshe Dayan a-t-il remis les clés du mont du Temple au Waqf après la victoire de 67 et l'agression de la Jordanie? Pourquoi la mise en scène de la mort de l'enfant Al-Doura a-t-elle été le départ assumé par Tsahal comme la faute d'Israël? Pourquoi Israël tolère-t-il que la centrale du BDS mondial se trouve à 15 kilomètres de Jérusalem? Comment est-il admissible que la constitutionnalité de la liste arabe unifiée ait été confirmée par la Cour suprême alors qu'elle parcourt l'Occident pour mettre en accusation l'État qu'elle représente? Pourquoi l'attaque idéologique planétaire des Palestiniens contre Israël est-elle restée sans réponse officielle? Pourquoi les principaux arguments de l'accusation d'Israël sont-elles venus de l'intelligentsia israélienne? Pourquoi l'antisémitisme est-il devenu une succursale du post-sionisme? Pourquoi les historiens israéliens ont-ils adopté le récit palestinien? Pourquoi les nouveaux historiens, les nouveaux archéologues, les nouveaux sociologues s'acharnent-ils à détruire symboliquement Israël et le peuple juif? Pourquoi Israël apparaît-il comme une création artificielle et les Palestiniens comme une condition historique alors que c'est le contraire qui est vrai? Pourquoi les Israéliens ne comprennent-ils pas que le refus arabe ne vient pas de l'occupation, mais de la charia assignant les non-musulmans à la condition de dhimmi? Pourquoi les intellectuels israéliens ne comprennent-ils pas pourquoi l'extrême gauche occidentale retrouve la doctrine de l'apôtre Paul, fondateur du christianisme, pour parler de l'État d'Israël? Pourquoi, dans le seul État juif au monde, le fait de reconnaître et d'affirmer son identité nationale est-elle un scandale, un signe de racisme et d'apartheid, alors que tous les États du monde ont une identité nationale? Pourquoi la fabrique de séries télévisées qui est devenue Israël sur un plan mondial n'a-t-elle pas produit de séries défendant la cause d'Israël, alors que c'est dans le domaine des médias que se joue la guerre des images? Maintenant, sur le plan de la culture et de l'actualité. Pourquoi la normalisation d'Israël n'a-t-elle pas intégré l'histoire juive et la littérature du judaïsme dans la culture nationale? Pourquoi ce qui a été possible pour l'Ancien Régime en France, dans la République française, a-t-il été impossible, voire scandaleux, dans l'État d'Israël? Pourquoi avoir fait de Jérusalem une grosse bourgade de province alors qu'elle aurait pu devenir une capitale du monde? Pourquoi les études juives à l'université visent-elles à émasculer la pensée juive, privée de son ampleur sociale, politique et spirituelle? Pourquoi le savoir juif à l'université est-il enfermé dans une case et pas intégré au savoir général? Pourquoi l'université hébraïque est-elle une succursale de Harvard et pas l'université du peuple juif?
Pourquoi le judaïsme rabbinique est-il resté en galoute au lieu de réajuster ses conditions, ses traditions à la création de l'État? Pourquoi les sionistes religieux parlent-ils d'État halakha alors que la halakha, après 2 siècles de modernité, est devenue incompétente sur le plan civil et politique? Pourquoi les yeshivot ont-elles banni la tradition politique du judaïsme? Pourquoi le judaïsme ne part-il pas à la conquête des cœurs des juifs plutôt que de se rétracter jusqu'à l'insignifiance et la sclérose? Pourquoi y a-t-il 2 ordres culturels séparés en Israël, juif et général? Pourquoi la gauche israélienne a-t-elle transplanté à l'étranger le débat sur l'avenir de la Judée-Samarie qui aurait dû se mener sur les bancs de la Knesset et devant l'opinion israélienne et elle seule? Pourquoi la gauche a-t-elle appelé à l'intervention des puissances étrangères pour imposer sa doctrine à Israël? Pourquoi avoir accepté le registre de stalinisme comme la notion de camp de la paix, qui est du vocabulaire stalinien, du fascisme comme territoire occupé et de l'islamisme comme la paix contre les territoires pour fonder une politique de retrait des restes Israël? Pourquoi a-t-on fait des mitnachalim, les colons, une race différente des Metiashvim, les pionniers, d'antan, de l'époque socialiste? Pourquoi la gauche a-t-elle divisé le peuple juif en camp de la paix et camp national en accusant ce dernier devant l'opinion mondiale? Pourquoi la droite au pouvoir, durant de longues années, a-t-elle été incapable de se donner une élite intellectuelle, une intelligentsia qui clarifie sa vision de l'avenir d'Israël? Pourquoi la droite a-t-elle laissé s'installer l'insécurité dans certains secteurs du territoire? Pourquoi a-t-elle adopté le projet de 2 peuples, 2 États? Pourquoi n'a-t-elle pas réagi à l'occupation sauvage des Palestiniens en zone C? Pourquoi a-t-elle accepté la mainmise des islamistes et de la Turquie sur le mont du Temple? Pourquoi une bonne moitié de la société israélienne se sent-elle non représentée dans la culture dominante alors qu'elle est au pouvoir? Pourquoi la question juive se pose-t-elle toujours dans l'État d'Israël? Bien, voilà les questions que je me suis posées au fur et à mesure d'une longue marche, d'une longue histoire, à travers une multitude de livres à travers lesquels j'ai essayé d'analyser ce que j'appelle la grande démission de l'esprit juif aujourd'hui, euh, qui concerne justement, pour reprendre la terminologie de Shimon Peres, euh, les, les Israéliens par rapport aux Juifs, entre guillemets. Car logiquement, Israéliens et Juifs devraient converger à ce niveau-là. Israéliens, on en comprend la nécessité, par exemple, objective. Et effectivement, il y a 20% de la population israélienne qui n'est pas juive, mais qui est citoyenne. Et donc, qui peut se dire israélienne, même si elle rejette profondément ses qualifications, mais la dimension juive est différente. Et donc, d'ailleurs, elle est différente comme dans tous les univers politiques. L'État, la République est française et pas autre chose. Français veut dire une culture, une identité héritée des siècles et pas uniquement une charte de citoyenneté. Et les Juifs ont été français. Ils se sont identifiés à Jeanne d'Arc, ils se sont identifiés aux Gaulois et à toute cette histoire. Ils ont été français tout en n'ayant pas été sur toute la longueur de cette histoire partie prenante de cette histoire. C'est en fait la règle des nations, mais on ne l'applique pas à Israël. On ne veut pas l'appliquer à Israël. Et c'est là où est en quelque sorte le problème. Donc en fait, il y a, je m'explique à travers ce questionnement, mon étonnement radical, comme vous l'avez vu, j'essaie d'être étonné, de retrouver un étonnement face à la réalité, non pas comme une donnée absolument intangible. C'est l'écart entre ce à quoi on peut s'attendre, ce à quoi je m'attends en tout cas, et la réalité concrète face à cette attente. Et je suppose, mon hypothèse, c'est qu'elle n'est pas adéquate
à notre identité, à notre histoire, à ce que nous sommes et à ce que nous sommes aux yeux des non-juifs, aux yeux du monde dans sa globalité. Nous n'occupons pas notre place dans ce rapport-là, bien que l'État d'Israël a reconstruit objectivement cette place. Et c'est ça, si vous voulez, qui peut nous aider à comprendre qu'est-ce que serait le fait d'occuper cette place. Voilà. Et donc, justement, à travers tout ce que j'ai pu écrire, j'ai pris très au sérieux ce dilemme. J'ai essayé d'expliquer comment on en était arrivé là, mais qu'est-ce que signifiait l'éternité d'Israël, et éventuellement, avec ce dernier livre, comment ouvrir des voies pour donner un sens, actualiser cette attente. Parce que on dit très souvent, on parle de la légitimité d'Israël, qui est aujourd'hui en but à l'hostilité. Je préciserai d'ailleurs, c'est plus la légalité d'Israël qu'on veut détruire pour mieux le détruire, et notamment par exemple l'accusation de crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale, c'est sa finalité, la ruine morale d'Israël pour préparer sa destruction. Et c'est tout le champ de l'idéologie palestinienne, du BDS, de l'islamo-gauchisme, etc. Donc il ne faut pas se méprendre. La menace est réelle, elle est au départ symbolique, mais l'acte symbolique précède le coup que l'on va porter à celui dont on ruine la légitimité. Mais la légitimité, on oublie que c'est une conviction profonde de celui qui est légitime. Il n'a pas besoin de la démontrer, il n'a pas besoin d'être reconnu légitime, il impose sa légitimité. C'est ça la légitimité, cette conviction qui fait corps avec un sujet sur ce plan-là. Et donc, on ne comprend pas très bien l'enjeu de la situation. Nous sommes dans un stade du symbolique grâce au ciel, mais c'est là où le front s'ouvre. C'est là où il faut être présent justement pour éviter qu'il n'ouvre la voie à un stade réel. Et alors, il y a toute une histoire, évidemment. Je ne fais qu'esquisser dans ce livre l'histoire du 19e siècle, du 20e siècle, où on voit que l'instance juive, le peuple juif, a été l'objet d'une attaque frontale, aussi bien physiquement que spirituellement et symboliquement. Par exemple, l'antisémitisme moderne, la doctrine arienne des Indo-Européens, la destruction des Juifs comme peuple dans la Shoah et l'État d'Israël, l'antisionisme et la réécriture post-sioniste de la réalité d'Israël. Le peuple juif a été l'objet d'une attaque comme race, puis comme peuple, puis comme État-nation aujourd'hui, justement. C'est l'État-nation israélien qui est la cible de cette attaque frontale. Alors, dans le livre, j'essaie de comprendre comment on en arrive là, alors que les Juifs sont peu de choses sur le plan démographique mondial. Bon, ça a à voir évidemment avec l'imaginaire métapolitique, avec le fond théologico-politique des civilisations qui ont toute une histoire et sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui ont pour penchant de se définir et de se redéfinir toujours par rapport à Israël, peuple élu, critère absolu de vérité et de justice. Bref, c'est toujours la théologie du nouvel Israël qui commande ces réécritures de l'histoire d'Israël. Et je ne suis pas sûr que le peuple juif a su répondre, à part le sionisme, a su répondre à ces attaques. Regardons par exemple face à l'idéologie arienne des Indo-Européens qui est très développée, il répond à travers la déstructuration du texte biblique, de la science du judaïsme. Face à la Shoah, il développe une pensée sacrificielle, c'est-à-dire
demandant une reconnaissance humanitaire de sa légitimité à la vue des sacrifices et des victimes qu'il a eus, c'est-à-dire renoncer à sa légitimité historique sur ce plan-là. Et face à l'antisionisme, ben, nous avons le postsionisme. C'est la réponse, en quelque sorte, à ça. Et donc, seul le sionisme fut une réponse politique, dans la mesure où il a donné une interprétation politique exclusive de l'agression contre spirituelle comme physique contre les Juifs depuis le 19e siècle, de la modernité. C'est en fait tout au long de la modernité, et nous sommes dans la postmodernité aujourd'hui, il y a ce scénario récurrent. Que signifie-t-il? Que réserve-t-il à l'État d'Israël d'aujourd'hui? Car il est en cours. Et donc, face à ces menaces, face à ces défis, la réponse du peuple juif a été faible d'une certaine façon. Aujourd'hui, on pourrait penser que l'Union européenne ne reconnaît pas véritablement un État juif comme les autres. Je n'en veux pour preuve ce que j'ai signalé tout à l'heure, la proportionnalité. Quand Israël rétorque à une attaque de Gaza, il est immédiatement critiqué pour être abusif, commettre des crimes de guerre, etc., parce qu'il ne respecte pas la proportionnalité. Mais la proportionnalité, elle se définit par rapport à la nature de celui qui est attaqué et qui réagit. C'est-à-dire qu'Israël doit être dans le camp des victimes et pas dans le camp de l'autonomie et de la liberté sur ce plan-là. Et là, c'est très significatif d'une obsession israélienne de l'Union européenne qui le poursuit jusqu'à ce jour et qui a été un peu mise à mal par les accords d'Abraham, qui a fait que l'Europe a été complètement relativisée. Et on a le sentiment que l'Europe, par exemple, ne veut pas qu'Israël rentre dans ses chaussures de l'Israël éternel. Et surtout pas à Jérusalem, surtout pas en Judée-Samarie, qui sont les territoires les plus antiques du peuple juif. Et donc, comme s'il y avait là quelque chose qui renversait la légitimité de l'État d'Israël. Et donc, je conclus que la légitimité de l'État d'Israël aux yeux de l'Union européenne, c'est la Shoah, tout simplement. L'Europe se sent redevable aux Juifs d'un camp de transit. Ben, Israël, ce sera ce camp de transit et pas un pays souverain et historique. Et il y a également aussi, dans la situation présente, notamment dans le lien, le rapport avec l'islam, qui j'espère se transformera à la lumière de ces accords d'Abraham, mais il y a aujourd'hui une incertitude, c'est la question des territoires qui se posera un jour ou l'autre à ce niveau-là. Mais il faut comprendre que le problème n'est pas l'occupation, c'est la doctrine musulmane de la condition des non-musulmans qui est en jeu dans cette dimension-là. Alors, il y a, c'est vrai, dans le Coran, une porte de sortie pour un Israël. Il s'appelle Israël, mais les musulmans d'aujourd'hui nous disent que ce n'est pas l'Israël contemporain, il n'existe plus, c'est un fait du passé. Peut-être qu'un jour, il y aura un aggiornamento musulman, comme il y a eu un aggiornamento chrétien. Bon, donc, mais pour l'instant, il y a cette dimension-là qui est effacée par les accusations de colonialisme, d'occupation, d'apartheid, etc., qui sont tout simplement des écrans de fumée à la réalité des choses. Donc, on peut voir, dans ce livre, je fais un examen de tous les plans de paix, de toutes les tentatives de paix, et on voit toujours qu'en fait, le territoire qui est concédé à Israël est impossible, il est invivable. Il n'y a aucune chance d'assurer une souveraineté et la sécurité. Il y a 15 kilomètres de large dans le centre d'Israël. Ramallah et Tel Aviv est sous les canons de Ramallah et l'aéroport Ben Gurion lui-même. Quant à Gaza, construira-t-on une route, un tunnel, coupera-t-on en deux le territoire israélien pour relier la Cisjordanie et Gaza? Autant de problèmes qui ne sont pas solutionnés par deux États, deux peuples. Et donc, il y a là
quelque chose de très important. On ne peut pas convaincre Israël de se jeter sur l'autel pour servir des idées politiques qui n'ont ni queue ni tête, aucun fondement dans la réalité stratégique, et c'est ce qui compte. Je crois aussi que, comme je l'ai exprimé, il y a un problème moral, si vous voulez, dans le peuple juif aujourd'hui. C'est-à-dire que on rencontre souvent, et notamment dans la gente intellectuelle, cette nécessité de se vouloir absolument moral au prix de ses intérêts, au prix de sa condition réelle. Et là, je crois qu'il y a eu on n'a pas ajusté la morale de la diaspora à la morale d'un État souverain. C'est deux choses différentes. Le rapport interindividuel n'a rien à voir avec le rapport entre peuple et nation. C'est un autre univers, un autre registre, c'est ce que les Juifs n'ont pas compris. En tout cas, ceux qui défendent cette ligne, ils n'ont pas compris justement cette différence de nature radicale pour la doctrine morale. Il y a une confusion, si vous voulez, entre un code moral et un code politique. Et c'est Eliyahu ben Amozek qui a parfaitement démontré ça dans le judaïsme. Où est le code moral, où est le code politique? Dans la mesure où le judaïsme n'est pas une réunion d'individus, c'est aussi un peuple. Et donc le peuple a une logique spécifique et particulière. Eh bien, la morale d'Hermann Cohen ou de Rosenzweig est totalement inadéquate à la réalité. D'ailleurs, ils ont été antisionistes pour ne pas se salir les mains, en quelque sorte. C'est trop facile d'être un grand moraliste sans avoir de responsabilité. Mais on pourrait d'ailleurs bien parler d'Hermann Cohen parce que c'est un très grand penseur, mais alors, sur le plan de son jugement politique, et notamment par rapport à l'Allemagne, c'est quelque chose de catastrophique. Et donc, si vous voulez, la question morale doit se poser aussi. Le judaïsme n'est pas qu'une morale. Il a aussi une exigence concrète, historique, stratégique, et dont il faut le comprendre, parce qu'en fait, on conduit le peuple à une catastrophe. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des conséquences concrètes non maîtrisables sur ce plan-là. Et je dirais qu'il y a nombre de situations où les élites juives ou une partie des élites juives n'ont pas pris en compte suffisamment ces dimensions, parce qu'elles sont portées toujours à se justifier moralement pour exister. Mais justement, on n'a pas besoin de se justifier moralement pour exister, on existe, point. Alors il y a une morale de l'existence, certainement, mais l'existence est une exigence également à ce niveau-là. Et aujourd'hui, justement, qu'on attaque les fondements de l'État d'Israël. Et donc, ce n'est pas combattra cette réalité. En tout cas, faisons confiance au gouvernement actuel qui a opposé une fin de non-recevoir, mais il y a là quelque chose de très important. Je me rappelle un épisode extrêmement détestable, les accords de Genève. Les accords de Genève ont été lancés par des groupements, des associations qui ne sont pas étatiques et qui se sont livrés à une sorte de rapport diplomatique avec les représentants de l'OLP et des Palestiniens. Et on a vu à Genève se précipiter toutes les élites juives d'Europe, c'est-à-dire en fait qui confirmaient la déchéance de l'État d'Israël comme instance politique représentative. Et donc, c'était quelque chose d'assez pathétique. Qui l'a remarqué, qui s'est rendu compte de telles choses, mais ce n'est pas le seul cas. Les accusations de fascisme, les accusations aujourd'hui d'un ex-général israélien, le fait de casser la frontière entre amis et ennemis, puisque la frontière passe au sein même du peuple juif et suppose des alliances entre amis extérieurs. Et elle a des problèmes qui montrent qu'il y a encore beaucoup à faire pour modifier notre conscience en fonction de tous les paramètres
de la nouvelle condition juive. Voilà, donc il y a la question des élites qui est aussi problématique. Le fait qu'il y a aujourd'hui en Israël une cassure entre une grosse majorité de droite et une minorité de gauche, mais il n'y a pas d'accord profond sur les dimensions fondamentales à ce niveau-là. Et donc, il y a ici, aujourd'hui, dans le peuple juif, il y a un conflit entre le postmodernisme et il y a le postmodernisme et l'anti-souverainisme d'un côté, qui sont très hostiles à l'État, à la nation. Je ne sais pas ce qu'ils proposent comme substitut, c'est incertain. Mais ce qui est sûr, c'est que cet anti-souverainisme et ce postmodernisme à la mode s'attaquent à tout projet de reconstruction du sujet politique et national juif, qui est quelque chose qui fait corps avec le projet sioniste et qui reçoit d'autant plus son actualité qu'avec aujourd'hui la pandémie, nous allons assister à un retour aux nations et à une régression de la mondialisation. Donc, si vous voulez, Israël a la chance d'avoir encore une dimension singulière, encore assez forte pour résister à cet effondrement général dont l'Europe nous donne l'exemple. Et donc, or, c'est là véritablement le cœur dur de la continuité d'Israël. Et en fait, comme je viens de tenter de le montrer, il y a aujourd'hui une crise non seulement sur le plan du sionisme politique, de la réalité de l'État d'Israël, tout en étant puissant, etc., etc. Crise morale, pourrait-on dire, et une crise sur le plan du sens. Quel est le sens de l'existence d'Israël? Alors, bien sûr, Israël peut exister, ça se suffit à lui-même. OK, c'est une éventualité, déjà bien. Mais si cet Israël s'inscrit dans cette histoire, alors là, le défi est bien plus grand. Et il nécessite peut-être un deuxième âge du sionisme que j'essaierai de vous expliquer dans notre troisième cours. Le deuxième cours sera consacré à l'analyse de ce que je viens de dire, justement pourquoi nous en sommes là. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un moment de crise chez les Israéliens et un moment de crise dans le peuple juif, chez les Juifs. Comment les deux convergeraient-ils l'un vers l'autre? Parce qu'en fait, il s'agit qu'ils s'entrelacent pour trouver une solution. Il n'y aura pas de solution séparée. Il faut intégrer ces deux dimensions, mais pour les intégrer, il faut bien comprendre le vacuum dans lequel nous nous trouvons, justement, sur lequel il s'agit de construire un pont, d'une certaine façon. Voilà. Donc, la normalité d'un côté, OK, elle a accompli son travail merveilleusement, elle a réussi, c'est une grande réussite, mais au par-delà la normalité, une question se pose. Et c'est là où l'on doit choisir. Deviendra-t-on une petite bourgade de la mondialisation, éloignée, un bon petit peuple? C'est vrai que ce petit peuple de 9 millions d'habitants peut donner des leçons à l'Europe, comme on le voit avec la vaccination, etc., et à d'autres pays. Mais en fait, c'est une plus grande exigence qui doit présider à cette recherche. Voilà pour cette fois. Donc, alors nous avons encore un quart d'heure de débat parce que je vous signale que ce soir, c'est le Yom HaZikaron qui commence à 20 heures et donc nous avons jusqu'à 19h30 pour ceux qui souhaitent y prendre part, sans doute par télévision, parce qu'en fait,
les conditions sanitaires empêchent de grandes foules. Voilà, donc je suis ouvert, si vous le voulez bien, à des questions ou à des opinions, des jugements. Merci, Shmuel. Nous avons Shalom Sherman qui a levé la main. On va lui laisser la parole. D'accord. Shalom, si vous voulez bien allumer votre micro. Il est On allumé. vous écoute. On vous entend. Il est allumé. Est-ce qu'on m'entend? Nous vous entendons. Très Vous pouvez bien. poser votre question. Merci. Ce que je voulais dire à Shmuel, dont j'ai beaucoup apprécié la présentation, c'est qu'on peut résumer les dilemmes, les questions, mais ce sont plutôt des dilemmes qu'il pose entre ce qui est intérieur à Israël, au sionisme, au peuple juif, et ce qui est extérieur. Alors, ce qui est extérieur m'intéresse beaucoup moins parce que c'est le problème des goïms. Ce qui est intérieur m'importe énormément et je le résumerai de la manière suivante, c'est l'incapacité des Israéliens en particulier et des Juifs encore plus de comprendre ce que c'est que la souveraineté nationale et ce qu'elle implique. Une fois que nous aurons compris que notre sécurité nous permet de faire tout ce que nous jugeons, nous, possible de faire, et les possibilités sont très grandes en Israël, vu que nous sommes la 8e puissance mondiale, eh bien, lorsque tous les Israéliens auront compris ça, je pense qu'une bonne partie de l'anxiété dont Shmuel fait preuve disparaîtra. Mais ce n'est pas donné. Je ne suis pas convaincu que les Juifs sont capables d'assumer une souveraineté nationale. Alors, c'est un jugement très grave. Mais dans les faits, vous avez aussi raison, justement. Et je pense que la grande question, c'est la souveraineté nationale, mais aussi de comprendre ce qu'on entend par souveraineté dans l'héritage de l'Israël éternel. C'est pas, comment dire, un rapport narcissique à soi-même. C'est plus complexe que ça. Mais bon, c'est pas le sujet ici et je ne peux pas l'exposer. Mais par contre, je suis revenu en Israël persuadé que la question la plus importante, c'est d'aiguiser le rapport entre judaïsme et politique, c'est-à-dire de comprendre ce que ce que la Torah, ce que le judaïsme porte comme dimension politique. Et ce que je dirais là, je dirais plutôt hébraïque, parce qu'en fait, le judaïsme rabbinique est né dans l'exil, dans la diaspora. Et il a été réformé, plus que réformé par Napoléon, ce que Ben Gurion a repris en fait comme modèle de rapport de judaïsme et religion, sauf la question de l'état civil, qui est un héritage des Turcs et de l'islam. Mais si vous voulez, c'est un enjeu très important que le judaïsme rabbinique lui-même ouvre dans ses rangs une réflexion de cette nature-là. De même, ce que j'ai dit dans mon intervention, je n'ai trouvé ni à l'université, ni dans la yeshiva, un souci intellectuel pour cette question-là. Si, C'est-à-dire que... Il existe chez Chatzoni, chez Yoram Chatzoni. Je connais très bien Yoram Chazoni, et il y a quelques, évidemment, il y a un petit groupe que je connais parfaitement, mais il n'est pas symptomatique du judaïsme rabbinique, de l'instance, de la classe rabbinique à ce niveau-là. Et donc, ni à l'université, ni dans la yeshiva, ces dimensions ne sont abordées. Ce qui veut dire que le peuple juif, la dimension de peuple juif a été mise entre parenthèses par nécessité. Elle était impossible dans la dispersion. Aujourd'hui, c'est justement le judaïsme rabbinique est confronté à un grave enjeu. A-t-il quelque chose à dire face à cette nouvelle donne de la réalité? C'est la question très, très grave qui est posée. Parce que s'il n'a rien à dire à cette nouvelle donne, ben, qu'est-ce qu'il a à dire, justement?
comme actualité, c'est-à-dire comme personne présente, comme réalité assumant une présence. Voilà, donc je suis persuadé que j'essaye de faire des efforts dans ce sens-là, qu'il il est très, très important de développer une approche qui ne serait pas nécessairement une approche de la politique par la théologie, mais il y a une dimension dans la Torah qui est anthropologique, qui est politique, et on peut en tirer des leçons, des conclusions que les laïcs peuvent accepter sans se soumettre nécessairement à une croyance comme ils le croient, mais si vous voulez, sans nécessairement conduire à une cléricature. C'est tout un travail. Je pense que c'est le commentaire du 21e siècle de la Torah qui est encore inédit et qui reste encore à faire. Et évidemment, ce commentaire doit se confronter à la démocratie, à la réalité contemporaine, aux formes politiques contemporaines. Voilà, ça n'est pas fait suffisamment, mais je crois que personnellement, ça me semble la dimension à développer. En tout cas, moi, ce que je pourrais apporter, ce serait dans ce sens-là. Mais voilà, et de restaurer cette perspective, ce registre dans les lieux d'enseignement. Merci. Nous avons Bianca Le Chevalier qui souhaite prendre la parole. Nous vous ouvrons le micro. Merci d'activer votre micro, s'il vous plaît, Bianca. Ok. Madame Annie Mamou, vous souhaitez prendre la parole? Ok. On a... Bianca, vous pouvez parler? Non, non, c'est une erreur. Ah, ok, très bien. Pas de problème. Alors, en attendant, on a Annie Mamou qui a posé une question sur le chat. Question, pourquoi aucune stratégie de propager ces idées dans les partis sionistes et dans les campus? La stratégie deviendrait de qui? Moi, je suis revenu en Israël pour œuvrer dans ce sens-là. Je fais des efforts. Nous avons créé avec Max Benamou l'association Dialogia. On organise de nombreux colloques auxquels vous avez peut-être assisté. Et là, nous allons développer davantage la dimension hébréophone, hébraïque, et sur ces sujets-là. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que il y a d'abord la nouveauté de la chose qui n'est pas évidente pour tout le monde. Et puis, les lieux sont occupés, les places sont prises. Ça nécessite d'abord un travail intellectuel qui est encore à faire. C'est-à-dire que je ne vois pas ce travail comme une illustration de choses qui existent déjà. Il y a une science politique dans le judaïsme, mais elle n'existe pas encore. Je formulerai les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que tout est à créer en s'immergeant dans la pensée hébraïque biblique. Et il y a justement là, c'est comme, si vous voulez, quand en Europe, on réfère la démocratie à Athènes. Bon, sur la réalité, Athènes n'était pas tout à fait démocratique comme on le pense aujourd'hui, mais néanmoins, c'est un acte fondateur, un acte symbolique fondateur. Et j'aimerais retrouver la force de cet acte symbolique en Israël, mais ça nécessite de le prouver. Il faut prouver ce qu'on dit. Il faut le démontrer et l'illustrer. Donc, il y a tout un travail qui ne peut être qu'un travail collectif et un travail d'une génération avant même que cette perspective ne soit possible. Donc, il y a ici un enjeu. Bon, je ne sais pas. J'ai l'âge de l'État, je ne le dirai pas, mais vous le savez. Je ne sais pas ce qu'il sera donné de faire, mais en tout cas, c'est ce que je tente de faire. Je crois qu'on vit une époque comme celle de la sortie du désert de l'époque biblique. Il y a un moment où Moïse doit s'effacer derrière Josué. Et donc, parce que Josué est plus adéquat, Moïse a toujours été dans la cité du désert, alors que Josué, il est confronté
aux problèmes concrets. Donc, c'est ce passage-là qui me semble très important à faire. Il y a aussi un rite biblique très important, puisqu'en fait, la société biblique est fondée sur l'idée d'alliance. Vous voyez que c'est déjà c'est pas le contraire de la démocratie fondée sur le contrat. Mais l'alliance est autre chose qu'un contrat. Bon, c'est un problème. Mais chaque fois qu'il y a un passage d'époque, il y a nécessité de renouveler l'accord et l'alliance. Et je crois que c'est ce que nous vivons dans l'Israël contemporain. C'est vraiment une page est tournée, mais comment renouvelle-t-on l'alliance? Et c'est ça la question qui est posée. D'où l'importance de la politique hébraïque pour penser ce moment-là, le fonder. Vous voyez, donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de science politique dans l'histoire juive comme la science politique grecque, très important de montrer cette différence, mais cela n'enlève pas qu'il y a une dimension politique dans le judaïsme et une gestion de cette dimension politique. Donc c'est là qu'il y a ce passage étroit, si vous voulez, pour faire le lien avec l'ère nouvelle qui s'est ouverte. Merci Shmuel. On a une question technique de Elisabeth Philippe qui demande comment sont recensés les juifs dans le monde, car il y a les juifs sans relation avec le monde religieux juif et les juifs pratiquants. C'est l'œuvre de démographes émérites qui le font. Donc, il y a un grand démographe juif, Sergio de la Pergola, qui était professeur à l'université hébraïque. C'est des évaluations et des approximations selon les personnes qui fréquentent les centres communautaires, les synagogues, et donc en diaspora, on ne peut compter les juifs. Déjà en France, puisque on ne peut compter les religions, les origines en fonction de l'idée républicaine. Donc en fait, ce sont des approximations. En Israël, évidemment, c'est une dimension nationale. Il y a un bureau national des statistiques qui note les religions d'origine, etc. Voilà comment ils sont décomptés. Il y avait une autre question, il me semble. On n'a personne pour l'instant qui pose de questions. On invite les spectateurs à lever la main. Alors, on va redonner la parole à Annie Mamou, qui a priori a encore une question à poser. Veuillez activer votre micro, Annie, afin que vous puissiez parler. Oui, moi j'aimerais bien savoir pourquoi on ne crée pas des sections de sciences politiques hébraïques dans les campus israéliens ou pour éveiller un petit peu les étudiants à cette idée. Écoutez, il y a des réticences. Hein. Vous savez ce que j'ai Bien dit sûr, tout à bien l'heure sûr. dans les questions que j'ai posées. C'est déjà là, hein, parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours scandalisé. C'est qu'au lieu de tabler sur la Bible hébraïque comme le fondement de la culture israélienne, on l'a dépecée, on l'a déconstruite en fonction de la science du judaïsme, en fonction de la théorie concernant le texte biblique, etc. Au lieu de l'étudier, j'ai même écrit un texte qui sera un jour publié en français, mais je l'ai écrit en hébreu, qui justement, nous n'avons pas fait, par exemple, dans l'université israélienne que j'ai fréquentée, donc je sais de quoi je parle, ce qu'on a fait en France avec l'anthropologie politique de la Grèce antique. C'est-à-dire, il y a toute une école avec Vernon, avec Marcel Détienne, avec Vidal-Naquet, etc., qui ont développé une approche contemporanéiste de l'anthropologie politique grecque pour comprendre le monde contemporain. Alors, c'est très, très spécieux, très bizarre, mais ce n'est pas de l'érudition archaïque, pas du tout. C'est une lecture contemporaine anthropologique ou même psychanalytique pour certains, d'un héritage clé du passé.
Mais nous n'avons pas eu le courage et l'audace de faire ça dans l'université hébraïque. Et donc, de même, il n'y a pas de pensée. J'ai fait philosophie juive et Kabbale. Le savoir encyclopédique, on y reçoit le capital pour maîtriser les livres, etc. Mais où est la pensée? Où est la portée spirituelle, philosophique de la pensée? Parce que le savant a tendance à croire que le penseur n'est pas scientifique. Ben, il se trompe, parce qu'il n'y a pas de grande science sans une pensée à la base. Et donc, on se heurte à ce mur d'impossibilité, justement. L'étude juive et les études de la pensée juive sont strictement limitées. Il y a un département qui s'appelle Histoire juive et il y a un département qui s'appelle Histoire, comme si l'histoire juive était en dehors de l'histoire. Et donc, il y a de la sociologie des Juifs contemporains et pas de sociologie du judaïsme. Bon, vous savez, j'ai écrit dans le préambule de ma thèse, qui est devenue La demeure oubliée, genèse religieuse du politique, un chapitre introductif sur l'épistémologie des études juives. Et en fait, c'est une tranche de vie, c'est l'expérience que j'ai faite de l'université hébraïque de Jérusalem, c'est-à-dire une université dont on est susceptible d'attendre quelque chose. C'est hébraïque et c'est Jérusalem. N'importe quel autre centre universitaire, peu importe, ça ne me dérange pas. Mais l'université hébraïque, j'attends quelque chose de l'université hébraïque qu'elle ne donne pas. Et donc son modèle, c'est Harvard, c'est Berlin, c'est bon, c'est sympathique. On est de niveau élevé, mais et le sens de tout ça? Ok, nous avons Mathias Hemlinger qui souhaite parler. On vous ouvre le micro. Veuillez activer votre micro, Mathias. Oui, oui, je voulais juste dire que moi, donc je suis pasteur de ce protestant en Auvergne. J'ai été étudiant à l'université hébraïque que mentionne Shmuel Trigano. Et c'est un monde qui s'est ouvert à moi. Donc, il y a une influence de cette université hébraïque, du Mont Scopus, qui fait encore son effet aujourd'hui. Et dans l'amitié judéo-chrétienne à Vichy, la présidente de la synagogue a dit qu'elle reçoit un nombre incroyable de coups de fil de personnes qui veulent devenir juives, des personnes de l'Auvergne. Évidemment, elle botte en touche parce que pratiquer toutes les mitzvot pour être juif, si on est un goy. Voilà, il y a ça aussi, il y a tout cet antisémitisme dans des nations, mais il y a aussi des individus dans la France profonde qui veulent être juifs. Ben, j'en doute pas. Je ne sais pas si la réalité existante favorise cet accueil ou cette conversion. S'agit-il d'une conversion ou pas, ou d'être sympathisant? Mais alors, il est certain que pour un tel public, ce qu'apporte l'université hébraïque est important. Je ne nie pas l'importance, d'abord la réalité scientifique. C'est vrai, le modèle c'est Harvard, c'est très bien, c'est exigeant, etc. Moi-même, j'ai suivi le cursus jusqu'à la licence et je ne me plains pas de l'enseignement que j'ai reçu, je me plains de son orientation et d'autres choses, ou une plus grande exigence à son égard, mais je crois qu'avant la conversion, il y a une dimension importante qui est la dimension aussi de comprendre cet univers-là, l'univers de la pensée juive. Et donc, j'ai écrit un livre justement sur l'hébreu comme philosophie, parce qu'en fait, ça sous-tend un peu ce que j'ai dit sur l'anthropologie. Je soutiens l'idée que dans la langue hébraïque, il y a une anthropologie. Vous voyez, vous connaissez peut-être les œuvres de Benveniste. Benveniste est un grand spécialiste du monde indo-européen, c'est un juif d'origine. Et il a
il a développé une science qui consiste à identifier à travers les formes du langage de toutes les langues indo-européennes, dont le français, une dimension structurelle, une dimension anthropologique. Et je soutiens cette idée que la Bible, par exemple, porte avec elle, avant même le commentaire, elle porte un univers mental et philosophique. Et donc, je pense que c'est une perspective qui peut apporter justement, parce qu'en fait, on pénètre de cette façon dans les méandres de cet univers. Bon, il faut vraiment, peut-être il faut un guide pour pouvoir s'y repérer, mais il y a là une perspective qui peut être intéressante. Voilà, je crois qu'on va arrêter là parce que... Ah, il y a une question. On a Philippe Barcaz qui demande la parole. Il y avait Josiane Sbero. Ok, allez-y. Philippe, si vous souhaitez prendre la parole, on vous invite à allumer votre micro. Ok, en attendant, j'ai peut-être une dernière question, Shmuel, de la part de Josiane Sayag. Pourquoi, en tant que juive française, j'ai pu accéder librement à la visite du mont du Temple et en tant que franco-israélienne, j'ai été stoppée par la police du mont et entraînée en tant que religieuse parmi le petit groupe de juifs? Mais parce qu'il y a un accord avec le Waqf, entre l'État d'Israël, le Waqf et la Jordanie, parce qu'en fait, malgré la guerre des 6 jours, Israël a confié à la Jordanie la surveillance du mont du Temple, ce qui est un État dans l'État d'une certaine façon, qui est bien utilisé par les islamistes. Et donc, dans ces règlements, il est interdit aux Juifs de prier sur le mont du Temple. Alors, on a vu récemment à la télévision un petit reportage où on voit que les Juifs qui montent dans un coin prient en silence pour que ce ne soit pas vu. Ils sont poursuivis par les gardes du Waqf, de l'instance qui gère le mont du Temple, qui sont armés de caméras pour filmer les contrevenants et se plaindre ensuite. Donc, si vous voulez, le spectacle que j'ai présenté de Moshe Dayan face au mont du Temple perdure toujours. Il s'est encore compliqué parce qu'il y a une entrée de la Turquie dans les instances du Waqf qui gèrent le mont du Temple. La Turquie envoie d'ailleurs des masses de pèlerins. De même, elle contribue financièrement plus que tout autre. Donc, il y a une lutte secrète entre la Turquie et la Jordanie, et Israël voudrait mettre sur les rangs l'Arabie saoudite, à supposer qu'elle fasse un accord avec Israël. Donc, vous voyez le nœud de problème à ce niveau-là. Le Waqf a déclaré que c'est toute la montagne du Temple qui est une mosquée. Et non pas seulement la mosquée Al-Aqsa ou la mosquée d'Omar, mais que toute la montagne est une mosquée et que donc les Juifs, les étrangers qui monteraient dans cette mosquée désacraliseraient les lieux par leur présence même. Voilà. Donc, je sais qu'il y a une petite évolution, mais pas concluante. Oui. Vous souhaitez prendre d'autres questions, Shmuel? Alors, il y avait Josiane Sbero tout à l'heure. Alors, on avait, j'ai plus de contact avec Josiane Sbero. On a Michel Benwalid qui demande la parole. Ok, alors la dernière question, s'il vous plaît, parce que c'est dans une demi-heure le Yom HaZikaron, c'est-à-dire le jour de souvenir des soldats morts au combat, qui précède demain soir, qui est le jour de l'indépendance. Donc, la dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour la qualité de votre intervention. Je voudrais revenir sur un point. Il me semble qu'il existe tout de même ici à Jérusalem un courant qui est défendu par les adeptes du Rav Kook et également l'école de Manitou l'Hébreu, où justement on essaye de mettre en valeur, en relief,
tous les modes sociaux et politiques qu'on trouve dans le Tanakh. Est-ce que, pour donner une orientation politique et sociale au pays, qu'est-ce que vous en pensez? Je les connais bien, hein. Et donc, écoutez, ils essayent, oui, cette année, c'est un sujet d'ailleurs de travail de l'année, la question de l'État juif. Mais bon, ça ne se déroule pas dans le cadre d'un enseignement, c'est des cours, un commentaire, plutôt c'est des cours de commentaires. Voilà, donc on a pensé faire des choses ensemble aussi, dans la mesure où l'intérêt se rejoint. Pour l'instant, on en est là. Voilà. Il n'y a pas eu de développement très important sur cette dimension. Donc, je sais que c'est un des sujets importants dont il traite, mais il n'y a pas eu la constitution d'un enseignement structuré, etc. C'est ce qui est encore à faire, parce qu'on n'est plus dans l'ordre uniquement du commentaire, mais de quelque chose de plus que le commentaire. C'est plus qu'une sensibilisation intellectuelle, etc., mais c'est une construction d'une perspective épistémologique et méthodologique. Voilà, c'est ça qui est… Il y a une grande exigence, si vous voulez, de sérieux, d'être conséquent, de fonder, de parallélisme avec les savoirs extérieurs, etc. C'est ça qu'il faudrait réaliser. Pour cela, il faudrait véritablement une institution académique solide qui remplisse cette fonction. Arriverai-je à la créer? Je ne sais pas. Merci bien. Merci, Dernière Shmuel. question. Alors, OK, une dernière question. On va donner la parole à Michel Benwalid. Non, moi, c'est fait. Ah, OK, très bien, excusez-moi. Alors, il n'y a plus de questions, Shmuel. OK. Bien, mais je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous libère pour le Yom HaZikaron, demain le Yom HaAtzmaut. Et donc, mardi prochain, nous analyserons le pourquoi de cette réalité. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas simplement de porter des jugements, mais il faut les démontrer. Et je pense avoir trouvé une ligne d'explication de ce qui reste quand même un mystère spirituel. Pour moi, c'est un mystère spirituel d'une très grande ampleur. Comment le paysage messianique est là, mais où est la présence divine? Comment se manifeste-t-elle? Et elle se manifeste à travers aussi le rapport et le comportement de ceux qui habitent ce paysage. Voilà le véritable drame spirituel. En tout cas, il l'est pour moi. D'autres peuvent trouver tout à fait satisfaisant ce qui existe, mais c'est cette attente qui, pour moi, m'a guidé et qui me conduit à poser des questions embêtantes, des questions auxquelles il est difficile d'échapper. Voilà, alors bonne soirée et à Merci, bientôt. Shmuel. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.